bonjour et bon matin, chers partenaires. J'espère que tout le monde va bien. Merci encore une fois de vous joindre à nous en si grand nombre en ce jeudi matin pour notre webinaire. Ici Laura Préfontaine, vice-présidente du réseau des partenaires chez IT Cloud, pour vous souhaiter la bienvenue. Ce matin, on va explorer la différence entre Bitdefender et Microsoft Defender et quels seraient les bons scénarios pour chacune de ces solutions-là. On a le plaisir d'avoir Carl Aymon qui est présent ce matin pour nous présenter sur la solution et Bon matin. aussi, bon matin Carl, aussi épaulé de Sylvain Fontaine qui est là pour regarder et répondre à vos questions. Donc, Bon Carl, si matin. on peut passer à la prochaine slide, j'aurais juste un petit rappel à vous faire et vous parler d'une petite promo. Et oui, bien sûr, vous me voyez venir, le congrès Altitude arrive à grands pas. Notre congrès à Laval aura lieu les 24 et 25 mai au Centre Sheraton. Encore une fois, on vous réserve toutes sortes de merveilleuses conférences, un gala excellent, un spectacle avec Alter Ego, des conférences par Bob Hartley, Steve Waterhouse, Bruno, et je vais détruire son nom, Minetti, désolé, et plusieurs autres. Donc, n'hésitez pas et allez vous inscrire tout de suite. Il y a même des rabais après un certain nombre de billets. Donc, je vous partage le lien dans la section clavardage du webinaire dans quelques instants. Aussi, pour votre information, on vient de lancer une nouvelle promo. Donc, pour les gens qui auraient des migrations à accomplir pour des clients qui sont nouveaux sur le cloud de Microsoft. Donc, n'importe quelle migration qui vient, par exemple, de Google, on-prem, etc., toute solution compétitive, vous pouvez avoir des licences Bitstamp gratuites pour procéder à votre migration. Ça prend des clients qui utiliseront Business Standard ou des versions plus hautes. Ça dit ultérieure ici, on va corriger ça, mais c'est vraiment Business Standard and Up. Donc, en gros, si vous voulez voir en exemple, ce serait par exemple toutes les licences de prérequis pour Copilot, donc Business Standard, Business Premium, E3, E5, and so on. Donc, je vous partagerai le lien aussi dans quelques instants dans la section clavardage et n'attendez pas, profitez de cette promotion disponible jusqu'au 30 juin 2024 ou jusqu'à épuisement des stocks. Et oui, effectivement, Steve, ce sont des licences Bitstamp 100% gratuites pour vous aider à procéder à vos migrations. Donc, sans plus tarder, Carl, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laura. Bon matin, tout le monde. Donc, ce matin, on va faire un comparatif entre Bitdefender et Microsoft Defender for Business, ou si communément appelé le Microsoft Defender for Endpoint, produit très similaire. Donc, comment faire le bon choix? Euh, je voulais sortir un peu des gagnants de cette discussion-là, puis je me suis rendu compte que c'est deux de mes enfants. Comme vous savez, vous me connaissez tous, je connais très bien les deux produits, je travaille toujours avec les deux produits. Donc, c'est très difficile, c'est un peu comme quelqu'un vous demande ben, lequel est le meilleur de tes deux enfants. Ah, ben, un tel a telle particularité, l'autre a telle particularité, mais les deux sont équivalents. Donc, c'est très difficile de dire lequel des deux je préfère le plus. Donc, je me suis cassé la tête pendant un certain temps et dire comment je présente ça. Puis ce que j'ai fait finalement, c'est que je me suis mis dans vos souliers. Ce que je fais assez souvent quand je fais mes formations, comme vous savez, j'ai été MSP pendant plusieurs années. Donc, je connais très bien tous vos challenges dans le day-to-day. Fait que j'ai dit, je vais me mettre un peu dans les pieds du MSP. On va casser les différents points les plus importants pour un MSP vis-à-vis ses clients. Puis on va les étudier un à un pour voir finalement lequel produit est le meilleur. OK? Donc, on va y aller comme ça. Regardez bien l'agenda. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser sur 6 points différents le comparatif entre Bitdefender et Defender for Business. On va commencer par regarder la protection. Qu'est-ce qui est offert avec le produit? On va aussi regarder les méthodes de déploiement. Comment je fais pour déployer ce produit-là? C'est souvent un concern parce qu'on dit oui, je suis prêt à changer de plateforme. En même temps, ce n'est pas quelque chose que je peux charger à mes clients. Mes clients ont déjà innové. Mais là, moi,
personnellement, je veux changer d'AV, ce n'est pas quelque chose que je vais pouvoir facturer à mes clients nécessairement. Donc, il va falloir que ce soit fait client par client, un peu à temps perdu. Donc, je veux m'assurer d'avoir la plateforme qui va demander le moins de temps. OK? Fait que si vous avez déjà, par exemple, WebRoot, puis vous décidez, bon, ben, OK, oui, je vais y aller avec Bitdefender, Defender pour Endpoint, lequel va être le plus simple à déployer at large à tous vos clients? Troisième point qui est important pour nous, c'est la gestion. Dans le day-to-day, mes techniciens vont devoir gérer ces antivirus-là. Un client va appeler: Hey, j'ai tel logiciel qui ne marche plus depuis que tu m'as installé telle chose. Ou Hey, j'ai un pop-up qui me dit que j'ai telle affaire. Mon technicien va devoir gérer dans le day-to-day ces antivirus-là vis-à-vis mes clients. Donc, lequel va être le plus simple à gérer? Ce n'est pas qu'il y en a un qui est plus simple que l'autre. Ça dépend des scénarios, ça dépend de vos clients. On va les étudier. Une autre chose qui est important pour nous, c'est l'impact sur l'appareil. Quand on déploie un système AV, on sait un des concerns, c'est toujours l'impact. Le client nous rappelle et dit: Hey, depuis que tu as mis cet antivirus-là, mon ordinateur est très lent. On sait qu'il n'y a rien de gratuit dans la vie. Plus j'ajoute de sécurité, ben, plus j'impacte les performances parce que j'ai besoin de ressources pour gérer ces sécurités-là. Mais par contre, certains antivirus le gèrent mieux que d'autres. Certains antivirus sont plus fine-tunés, on va dire, j'utilise des anglicismes, mais sont mieux fine-tunés, puis ils peuvent offrir une bonne performance sans trop impacter les ressources. Donc, on va étudier ça un petit peu aussi. On va regarder les options qui s'apportent à chacune de nos solutions ici. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup d'options, de add-ons que je peux mettre autour de la solution? Et bien entendu, j'ai gardé le plus important pour la fin, bien, le prix. Ça coûte comment cette solution-là? Est-ce que c'est compétitif? Est-ce que je vais pouvoir revendre ça à mon client de façon compétitive avec d'autres produits sur le marché? Donc, c'est aussi simple que ça. C'est la façon que j'ai décidé d'apporter et de montrer un petit peu les deux solutions. Donc, sans plus tarder, commençons avec la partie protection. Microsoft Defender for Business versus Bitdefender. Ben, je vais commencer à parler de Microsoft Defender for Business. Bien entendu, je ne parle pas ici des features core parce que les deux offre bien entendu des feature core, donc une gestion d'antivirus, de behavior learning, ainsi de suite, qui est de base. Donc ça, tous les antivirus vont l'offrir. Mais qu'est-ce que ça l'offre de plus? Ben, Defender for Business vient avec aussi la gestion des vulnérabilités. Ça veut dire que si j'ai des postes qui manquent des updates, manquent des patchs, ont une mauvaise configuration, ainsi de suite, ben, je vais avoir une console qui va me permettre de corriger ces choses-là de façon assez intuitive, qui va me montrer exactement quel poste doit être patché, quel poste doit faire quoi. Donc, j'ai une gestion. Si jamais un client me demande d'augmenter sa position au niveau de la sécurité, ben, j'ai une console qui m'aide à identifier les points importants à corriger chez ce client-là. On a aussi les options de Attack Surface Reduction, réduction de la surface d'attaque. Qu'est-ce que c'est ça exactement? Bien, la réduction de surface d'attaque, c'est qu'on sait que certains logiciels tierces ou certains services qu'on peut mettre dans un Windows, Linux, macOS ont des vulnérabilités, des attaques potentielles. Pareil, à titre d'exemple, Word, Excel, ben, je peux ouvrir un fichier Word Excel. Ce fichier-là pourrait contenir potentiellement une macro. Cette macro-là pourrait potentiellement exécuter un service tierce ou télécharger un service tierce qui potentiellement pourrait être dangereux. Donc, on sait que c'est un mécanisme d'attaque. En soi, ce n'est pas une attaque. Si je regarde le fichier puis je le scanne, il n'y a pas de virus dans ce fichier-là. Tout est clean, mais il y a une méthode d'attaque. Donc ça, c'est difficile à détecter pour un antivirus parce que c'est des méthodes et non pas une attaque directe. Donc, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on réduit cette surface d'attaque-là. On dit, bon, ben parfait, on le sait que, puis là, je prends l'exemple la plus simple, mais on le sait qu'avec Word, Excel, je peux potentiellement avoir une macro, puis cette macro-là peut potentiellement avoir un code. Ben, on va prévenir au lieu de guérir, on va dire, ben, Word, Excel, tu le préviens de faire un launch d'une application tierce ou tu le préviens d'exécuter telle chose. Fait que ça, c'est du Attack Surface Reduction. On le sait que c'est une méthode d'attaque, on va le prévenir. C'est inclus dans Defender for Business. Le EDR, on entend parler maintenant beaucoup de EDR. Les compagnies d'assurance le demandent, et ainsi de suite. Pour ceux qui ne savent pas exactement c'est quoi et pour ceux qui pensent souvent que EDR, ça ajoute une grande couche de sécurité, je veux vous expliquer exactement ça fait quoi du EDR pour mettre les pendules à l'heure. Premièrement,
Ce n'est pas nécessairement clair que du EDR, ça ajoute une couche de sécurité. Le but d'EDR, ce n'est pas tout à fait ça. Le but d'EDR, c'est vous donner des insights granulaires sur différentes choses qui peuvent se passer à l'intérieur de vos systèmes. Je vous donne un exemple. Si j'ai juste un antivirus standard, qui n'a pas d'EDR, ben, j'ai un client qui a un virus qui a été détecté, il a été mis en quarantaine, ainsi de suite. Je vais être alerté de ça. Puis il va me dire, ah, tu as eu un virus qui a été mis en quarantaine, ainsi de suite. Mais s'il y a du behavior bizarre, des connexions, différents types de choses qu'on sait que, oh, ça, potentiellement, c'est en train de constituer une attaque. C'est du behavior qu'on sait qui, normalement, va être mis dans un type d'attaque. Je n'aurai pas nécessairement toutes les informations de ça. En plus, c'est que si jamais il arrive une attaque, ben, j'ai des logs très minimes de ce qui s'est passé. Je vais voir que, ah oui, le poste de Suzanne à 9h30 a exécuté telle chose, puis c'était un virus, puis ça a été détecté, puis ça a été mis en quarantaine, ou ça s'est exécuté, puis ça a encrypté le système, puis peu importe. Je n'aurai pas tellement d'autres informations. Tandis qu'avec un système EDR, je vais avoir un pedigree complet de ce qui s'est passé. Puis même si c'est juste des attaques suspectes, du drôle de behavior, hey, tel exécutable a essayé de faire telle chose. C'est peut-être pas une attaque, mais je t'avise. Donc, si vous avez un système qui a du EDR, c'est très bien, mais vous, en tant qu'MSP, la question à vous poser, c'est est-ce que j'ai le temps d'avoir un de mes techs qui analyse ça à tous les jours? Est-ce que vous avez le temps de prendre un tech et de dire, toi, là, on ne le facturera même pas au client, ou peut-être que vous avez un service de sécurité additionnel que vous chargez en format contrat de service à votre client, mais peu importe. Ça prend un technicien le matin qui va se connecter dans chacun des clients, puis qui va aller regarder le EDR, puis il va voir est-ce qu'il est arrivé des incidents, puis s'il est arrivé un incident, qui va analyser exactement ce qui s'est passé là. Honnêtement, je serais prêt à gager ici qu'à lever de la main, il n'y a pas beaucoup d'MSP qui fait ça. Mais vous dites, je vends du EDR à mes clients, mais en réalité, je ne vais pas étudier la console EDR jamais. Mais si c'est la réponse, que je suis sûr que c'est 99 d'entre vous que c'est la réponse, puis c'est 99 des MSP aussi, partout qui vont faire ça, bien, vous avez ajouté aucune couche de sécurité en mettant du EDR. Donc, votre prochaine question devrait être pourquoi que les compagnies d'assurance le demandent? Les compagnies d'assurance le demandent parce qu'eux veulent faire du tracking si jamais le client rapporte qu'il y a eu un incident au niveau data informatique. Donc, le client claim, hey, j'ai perdu deux jours de travail, tout ça. Bien, les assurances ont des spécialistes, puis eux vont dire, attends un petit peu, montre-moi ta console EDR, on veut analyser exactement ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu de la négligence? Est-ce que c'est quelqu'un à l'interne qui l'a mis par exprès, ce virus-là? Ou d'où il provient le virus, de quelle façon il est rentré, quel type de virus c'était. Puis là, je peux tout analyser ce qui est arrivé de A à Z à partir de la première solution. Donc, pour une compagnie d'assurance, là, c'est super intéressant. C'est intéressant pour les compagnies d'assurance. C'est intéressant si vous gérez un genre de SOC. Donc, comme je parlais tantôt, si vous avez vraiment quelqu'un qui analyse à tous les jours ce qui se passe chez les clients, à ce moment-là, le EDR, c'est intéressant. Tout ça pour dire qu'il est inclus dans Microsoft Defender for Business. Et aussi, on a la gestion avancée des menaces. La gestion avancée des menaces, chaque antivirus a sa sauce. En gros, c'est du behavior learning et du behavior monitoring. J'arrête pas nécessairement un virus, je vais plutôt arrêter un, un behavior, une méthode ou quelque chose qui est fait qui est très suspect. L'exemple que je donne souvent quand on fait des congrès, c'est que imaginez que votre antivirus, c'est un gardien de banque. Okay? C'est le gardien qui est à la banque. Ben, il y a deux façons d'opérer. La première, bien entendu, on va dire que le gardien a une liste de known criminals. Il sait que certaines personnes, c'est des criminels, c'est des voleurs de banque. Il connaît leur visage, il connaît toutes leurs statistiques, la grandeur, la hauteur, ainsi de suite. Et s'il les voit rentrer dans la banque, automatiquement, il va les arrêter. Ça, c'est la façon que les antivirus ont fonctionné depuis que ça existe. OK? C'est la fameuse liste qu'on reçoit tous les jours avec les updates, avec les patrons pour détecter différents virus. Tous les antivirus font minimum ça. Mais les antivirus qui ont du Advanced Threat Security, eux, ils vont aussi détecter des behaviors. On sait maintenant que quand quelqu'un rentre dans la banque pour faire un vol, souvent, il va rentrer, il va regarder les caméras de sécurité, il va analyser, puis il va prendre des notes. Puis après ça, il va revenir peut-être 2, 3 jours plus tard. Ben, si je vois quelqu'un rentrer,
Puis je le vois en train de prendre des notes, en train de regarder où sont les caméras de sécurité, en train de regarder à quelle heure que le gardien prend son break. Ben ça, c'est suspect. Si je le vois en train de. Ben, si je le vois rentrer avec une cagoule, il n'a rien fait encore, mais il rentre avec une cagoule. Ben, c'est très suspect. Tu sais, je vais détecter des activités suspectes. Ben, puis là, comme je vous dis, chaque antivirus a sa sauce. Là, c'est expliqué de façon très grossière, mais on comprend le concept. Ben, ça aussi, c'est inclus avec Defender for Business. Maintenant, allons du côté Bitdefender. Bien sûr, à la base, ce qu'on appelle le Bitdefender Core a la gestion des vulnérabilités et a la réduction de la surface d'attaque. Par contre, si vous voulez ajouter EDR, c'est un add-on. Il n'est pas inclus. Si vous voulez ajouter un peu le behavior learning, ce qu'on appelle l'Advanced Threat Security, c'est un add-on. Donc, tout de suite en partant, on pourrait voir que, oups, ici, Microsoft Defender for Business, à la base, en offre plus que Bitdefender. Et je vous dirais à quelque part, oui, on va en parler quand on va parler de prix, mais à la base, Defender for Business va en offrir un peu plus que Bitdefender. Par contre, une chose intéressante, c'est que Bitdefender, eux, offrent le MDR. Et pour vous qui ne le savent pas, c'est quoi le MDR? Bien, comme je vous parlais tantôt, si j'ajoute du EDR, mais que j'ai personne qui le moniteur puis qui le regarde, puis encore mieux 24/7, ben ça n'offre pas grand-chose. Ça va être très. euh, ça ne sera pas proactif, ça va être très réactif. Il est arrivé quelque chose, puis on va analyser par la suite. Tandis que Bitdefender vous offre du MDR, autrement dit, c'est un SOC. C'est un service offert par Bitdefender, géré par des humains qui, eux, vont analyser le EDR de votre client. Puis quand il va arriver des incidents, ils vont automatiquement prendre action. Donc, je ne me fierai pas juste sur le système, puis je ne capitaliserai pas un de mes techniciens pour faire ce travail-là. Je vais le laisser faire par des experts de sécurité chez Bitdefender. Donc, c'est une option qui est offerte chez Bitdefender qui ne l'est pas encore chez Microsoft, malheureusement. Donc, voici, lorsqu'on parle de protection, faites votre choix. Moi, personnellement, si j'avais un gagnant à donner ici, je le donnerais à Microsoft, simplement par le fait qu'ils offrent beaucoup plus dans le module Core. On ne parle pas encore de prix ici, on parle simplement de qu'est-ce qui est offert dans le Core sans avoir besoin d'ajouter des add-ons. Microsoft est un gagnant. Déploiement maintenant. Comment est-ce que je fais pour déployer sur mes endpoints? Donc, à partir de Microsoft Defender for Business, c'est un peu là où Microsoft, je vous dirais, est dans une espèce de phase transitoire. OK? Ce que je veux dire par là, c'est que originalement, lorsqu'on voulait déployer du Microsoft Defender for Business, ben, chose à savoir, c'est que toutes les Windows, à partir de Windows 10, 11, ainsi de suite, ont déjà Defender d'installer à l'intérieur. Tout le monde le sait, tout le monde dit ah oui, ben moi, j'ai mis le Defender là, qui vient avec Windows. On entend souvent ce terme-là, le Defender qui vient avec Windows. Ben ça l'est le Defender. C'est pas différent. Qu'est-ce que ça fait quand j'ai une licence Defender for Business ou Defender for Endpoint? Ça fait quoi de plus? Ben, ça vient dire à cet antivirus-là deux choses. Un, ça dit hey, mon ami, à cette heure, tu n'es plus tout seul dans ta petite capsule, là. Tout ce qui se passe, toutes les alertes, toutes les métriques, la télémétrie, finalement, tu vas la pousser dans le cloud dans tel tenant. Ça, c'est la première chose que ça fait. Donc, ça vous avise s'il y a eu des virus dans une console cloud, ainsi de suite. Ça vous avise s'il y a des patchs qui manquent. Ça vous avise s'il y a des mauvaises configurations. Ça, c'est la première chose. Donc, ça push sa télémétrie. Deuxième chose que ça vient comme le toum, l'activer, ben, c'est que ça lui dit dorénavant, tu vas aussi prendre ta configuration de sécurité à partir du cloud. Donc, si on te dit exclue tel dossier, active tel module, fais tel update, tout ça, ben, tu vas prendre ça à partir du cloud. Donc, ça vient comme activer back and forth. Fait que c'est sûr qu'au niveau du déploiement, Microsoft, il y a plusieurs options. Et ce que je disais tantôt, c'est qu'ils sont dans une espèce de phase transitoire. C'est que fut un temps où on devait déployer par GPO ou via Intune, mais maintenant, il y a le MDE. Puis est-ce qu'on a besoin d'Intune ou pas? Bien, c'est en train d'évoluer. Donc, présentement, si vous commencez vos déploiements Microsoft Defender for Business, il y a tellement de façons de faire que ça devient très mélangeant. Puis nous, on est là-dedans 24 heures, ben pas 24 heures par jour, mais disons 40 heures par semaine.
Et même pour nous, des fois, on dit oh, OK, on peut le faire de même. Attends un petit peu, quand on le fait comme ça aussi, ah ben là, pourquoi que un, ça n'a pas marché? Ah, c'est parce que je l'ai configuré à deux places. Donc, une configuration est tombée par-dessus l'autre. Puis Microsoft est encore dans une période, à ce jour, on est aujourd'hui on est quoi, le 29 février 2024. Microsoft est encore dans une phase là, on va dire, de perfectionnement ou transitoire. Fait qu'il faut se définir une recette. Vous pouvez nous appeler, comme vous savez, T-Cloud, on est toujours là pour vous. Euh, mais il faut se définir une recette quand on va aller là parce que ça peut devenir très mélangeant. À titre d'exemple, je peux déployer mes Microsoft Defender for Business via une GPO. Fait que si mon client a un Active Directory, je peux me faire une GPO, pousser ça sur les postes, puis boum. Je peux le déployer via Intune ou SCCM. Je l'ai mis SCCM parce que c'est disponible. On s'entend que la plupart des clients PME n'auront pas SCCM. Mais si vous avez Intune, pas de problème, je peux déployer via Intune. Je peux aussi déployer via un script. Et là, j'ai mis en étoile, prend en charge iOS, Android, Mac et Linux. Ben oui, parce que c'est tous des façons différentes que je peux le déployer l'agent. Il faut quasiment se définir une recette. Comment est-ce qu'on le fait pour tel client? Comment est-ce qu'on le fait pour tel autre client? Qu'est-ce qui va fonctionner dans tel sens? Ça peut devenir mélangeant. La raison, ben, c'est qu'on a mergé plusieurs différentes façons. Souvent à la Microsoft, c'est pas surprenant. Vous savez, Microsoft vont lancer un nouveau produit, mais l'ancien produit ou l'ancienne méthode va rester disponible pendant un certain temps. Puis là, ben, hop, ne fais-les pas là si tu l'as fait là, parce que là, ça va tomber en conflit. Puis là, ben, c'est un petit peu le même principe encore avec Defender for Business, malgré que je dois avouer qu'ils sont en phase de perfectionnement et ça va venir très rapidement où la recette va être guidée et que ça va devenir très simple. Mais aujourd'hui, le 29 février, c'est encore un petit peu mélangeant. Si on parle maintenant de Bitdefender, pour ceux qui vendent déjà du Bitdefender, vous écoutez ça et vous dites ouh, c'est bizarre un peu parce que Bitdefender, c'est très straightforward. J'ai un exécutable, puis je lance cet exécutable-là sur mes ordinateurs que je dois protéger, puis that's it. La façon que je le fais, c'est très simple. Je peux le faire de façon manuelle. Je peux le faire aussi de façon par GPO, par exemple, ou par un RMM. J'ai aussi une sonde. Fait que je peux installer un poste dans un réseau, demander à ce poste-là de scanner autour de lui s'il voit d'autres ordinateurs. Puis une fois qu'il les voit, ben, je peux faire un push install sur les autres ordinateurs. Donc, il y a plusieurs façons de le faire, mais c'est quand même toujours le même scénario. C'est un exécutable que je roule sur un poste de travail. C'est aussi straightforward que ça. Donc, c'est pas mélangeant. On n'a pas à faire 15-20 recettes. On n'a pas à dire, oups, je l'ai fait de telle façon, ça va-tu entrer en conflit? Ben là, la GPO a été poussée, mais le poste est aussi dans Intune. Qu'est-ce qui va arriver? OK, le Intune n'a pas passé, mais là, ma policy a fait ci. On n'a pas à se casser la tête avec ça. C'est extrêmement straightforward avec Bitdefender. Donc, au niveau du déploiement, je suis un petit peu mitigé. Dans un sens, j'ai plusieurs différentes façons, mais c'est en train de se perfectionner. Puis je suis sûr que dans 6 mois, un an, on n'aura même plus cette conversation-là. Microsoft va l'avoir perfectionné. De plus, ce n'est pas vraiment une installation dans le cas de Defender for Business, c'est plutôt une activation parce que dans la plupart des cas, l'agent va déjà être là. Mis à part iOS, Android, macOS et Linux, mais ça représente peut-être 10 de nos postes. 90 c'est des Windows. Puis dans le cas d'un Windows, ce n'est pas vraiment une installation que je fais juste activer certains features de ce qui est déjà en place. Donc, je ne déteste pas. Tandis que Bitdefender, très straightforward, comme ça a toujours été, très old school. J'ai un exécutable, je l'exécute, bonsoir. Donc, fait qu'ici, j'ai de la difficulté à vous donner un champion entre les deux. Je pense que les deux sont équivalents dans chacun leur façon de faire, chacun leurs différentes options. Donc, les déploiements, comme vous pouvez voir, plusieurs options pour les deux. Euh, mais je ne donne pas de gagnant. C'est bien à vous. Ça dépend comment vous êtes configuré et qu'est-ce que vous préférez. Carl, on avait Sébastien qui posait une question. Est-ce qu'on a Oui. moyen, avec le Defender for Windows de base qui vient sur le poste, de faire du EDR sans nécessairement passer par la solution de Defender for Business? Ben, c'est que si tu as un Defender sur ton poste et que tu veux faire du EDR, ça prend un endroit où accumuler les métriques et toutes les informations. À ma connaissance, Defender standalone ne pourra pas faire de EDR parce que toute la gestion EDR se fait par la console cloud. Que ça prend un emplacement où tu pousserais tes informations. Peut-être y a-t-il façon en tweakant
où tu pourrais pousser les métriques dans un CM software comme Splunk ou peu importe, mais je n'ai jamais vu cette option-là dans un Defender qui n'est pas payant, qui est juste le Defender de base sur le système. Selon moi, si tu veux faire toutes ces features-là, le EDR, la télémétrie, et ainsi de suite, tu es obligé d'avoir ta licence et d'activer ces features-là. Sinon, tu as juste un antivirus comme tu aurais, par exemple, un Avast ou un petit antivirus qui est localement sur le poste puis qui ne donne aucune information à personne. Maintenant, un des gros points, la fameuse gestion. C'est là où on n'y pense pas assez souvent. On décide qu'on envoie un antivirus, puis c'est quoi la gaffe? Puis je l'ai faite, cette erreur-là, à maintes et maintes et maintes reprises, puis on dirait que je ne me dompte pas d'une fois à l'autre. On va chez un client, on essaie de lui vendre une solution, on dit regarde, puis on le sait les clients comment ils sont, quelle est la moins chère? Le client, tant qu'il ne s'est pas fait attaquer, la seule chose qu'il considère, c'est lequel est le moins cher. Une fois que le client s'est déjà fait encrypter, attaquer, après ça, il vous dit laquelle est la meilleure. Ça change un client complètement. Mais la plupart des clients ne se sont jamais fait attaquer. Donc, ce qu'ils veulent, c'est le moins cher. On dit, c'est quoi qui est le moins cher entre les deux? Ben, ça va être un tel. Puis le client pense pas, lui, à la console de gestion parce que dans 99% des cas, ce n'est pas le client qui va travailler dans la console de gestion. Vous vendez la solution, puis après ça, vos techs vous disent, garde, c'est l'enfer, je ne sais pas comment faire, j'essaie de faire une exclusion, ça fait 1 heure que je travaille là-dessus, j'essaie de pousser l'exclusion, ça ne marche pas. Là, le client à l'autre bout, il crie, mon logiciel ne marche plus, puis là, il faut que tu l'exclues, puis désinstalle-moi tout ça, puis là, la panique est prise. Puis on n'avait pas considéré ce point-là. On avait considéré, ça c'est le moins cher, là, puis je ne parle pas juste pour les antivirus, ça peut être antivirus, mais ça peut être n'importe quoi, gestion MDM, RMM, peu importe. Bien, il faut considérer le point lequel a la meilleure console de gestion. Ici, c'est une grosse guerre. Une très grosse guerre. Si on regarde au niveau Microsoft Defender for Business, qu'est-ce que j'ai comme option pour pousser mes stratégies, gérer mes stratégies, ainsi de suite? Ben, ça peut vous sembler bizarre, là, mais l'option numéro 1, c'est via GPO. Je peux, si j'ai un client qui est complètement standalone, mon client n'est pas dans Office 365, il a un serveur Exchange on-prem, il n'y a rien dans le cloud, il n'y a rien nulle part. La seule chose qu'on a, là, c'est qu'on a acheté Defender for Business Standalone qu'on a installé sur les postes, pareil comme on a racheté un WebRoot ou peu importe. Ben, je peux quand même gérer par GPO. J'ai des GPO qui vont me permettre de configurer les différents modules, les différentes options. Est-ce que je mets des exclusions? Peu importe. Ce qu'on configure normalement avec un antivirus. Est-ce que c'est idéal? Définitivement pas. Okay? Votre deuxième option, c'est d'y aller en stratégie Intune. Donc, si le client a déjà Intune, ben, au cœur de tout, c'était la philosophie Microsoft. Pour être franc avec vous, là, au début de Defender for Endpoint, ATP, et ainsi de suite, la façon de pousser toute la sécurité, puis les configurations, puis activer les modules, puis ainsi de suite, ben, c'était Intune. Donc, pour ceux qui ont fait du Defender ATP anciennement, ils vont dire, ouais, ça va de pair avec Intune, ça, là, c'est comme le cousin d'Intune, puis ils travaillent ensemble. Microsoft se sont rendus compte avec le temps, c'est moi qui parle, c'est peut-être pas exactement ça, mais à quelque part, c'est juste la logique. On perd beaucoup de clients potentiels parce que plusieurs personnes ne veulent pas Intune, ne veulent pas payer pour le module extra Intune, puis tout ce qu'ils veulent, c'est l'antivirus. Donc, on a sorti ce Defender for Business-là, mais au départ, c'était complètement mélangé. Je le configure comment je pousse. Bien là, ça prend Intune, mais je ne l'ai pas Intune. Donc, Microsoft, par la suite, ont sorti ce qu'on appelle MDE Managed. Donc, votre antivirus va quand même aller tirer les choses qui sont dans Intune sans nécessairement avoir Intune de configurer. Fait qu'ils ont modifié l'antivirus pour que lui-même, le Defender, soit capable d'aller se connecter dans la plateforme Intune, tirer les politiques qui viennent d'Intune, même si le client n'a pas nécessairement de Intune. Puis après ça, ce qu'ils ont fait, ben, c'est qu'ils ont dit, toutes ces politiques de sécurité-là, on va comme les merger ensemble, puis on va pouvoir les configurer soit dans Intune, ou on va pouvoir les configurer aussi soit directement dans le module MDE. Puis là, à ce moment-là, les postes vont être MDE managed. OK? Puis sinon, on va dire, ben, si tu veux être multitenant, tu as aussi Lighthouse. Je suis sûr que mon speech que je viens de faire pendant 5 minutes, vous allez dire, c'est mélangé un peu, Carl. Ben exactement. C'est mélangeant un peu dans la vraie vie aussi.
vous déployez Defender for Business chez vos clients, bien, il y a plusieurs façons de faire. Puis c'est un petit peu toujours à la sauce Microsoft. Je veux créer un Teams, je peux le faire dans mon Teams Portal, quelqu'un peut le faire dans le Teams. Comment je peux faire pour le bloquer qu'il ne le fasse pas dans le Teams? Ah, il l'a fait dans le Teams, fait qu'il devient public. OK, non, mais là, je remets une politique là, fait que là, ça le défait. Bien, on est dans la même chanson un peu. Fait que, comment est-ce qu'on peut le configurer? Bien, il y a plusieurs options. Si vous y allez par GPO, bien, comme c'est client par client, hein, il n'y a pas deux clients qui partagent le même Active Directory. Si vous le configurez par les stratégies Intune, ben c'est single tenant aussi. Ça veut dire que tous les fois, si une journée, vous dites, ben, tous mes clients ont Acomba, puis je dois créer une exclusion pour Acomba, ben, vous allez devoir vous connecter dans chacun des tenants de chacun des clients, puis aller configurer cette stratégie-là. Ou si vous êtes très bon, vous pouvez peut-être vous patenter un script qui le fait, mais ça risque d'être assez complexe. Même si vous y allez juste avec MDE, votre client n'a pas une tune, vous allez juste avec MDE, ben c'est le même concept, c'est single tenant. Vous allez quand même devoir vous connecter dans chacun des tenants, ouvrir la console de sécurité, et ainsi de suite. Ben, vous allez dire, ouais, c'est très mal commode, ça. Est-ce qu'il n'y a pas une manière que je pourrais faire pour gérer tous mes clients dans la même console? Hein, oui, c'est Lighthouse qui vous permet de faire plusieurs choses. C'est encore limité. Par contre, ce n'est pas aussi clair que d'aller directement dans le Portal Defender. Mais Lighthouse vous permet de faire ça multitenant. Par contre, pour l'instant, un client que vous voulez gérer via Lighthouse doit absolument avoir Business Premium. Si le client n'a pas Business Premium, le client ne pourra pas être géré via Lighthouse. OK? Transposons-nous chez Bitdefender. Gravity Zone. Une console, multi-tenant, je fais tout à partir de là. Je fais mes onboarding, j'ai mes licences, j'analyse mes virus, je fais mon management. Tout se fait à partir de la console Gravity Zone. Ceux qui se servent déjà de Gravity Zone vont dire ouais, la console n'est pas parfaite. C'est vrai, je l'accorde, la console Gravity Zone est peut-être pas parfaite, mais elle s'améliore beaucoup. Mais du moins, je gère tout à partir d'une console. Donc, définitivement, ici, au niveau de la gestion, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, parce que Microsoft évolue rapidement, puis je suis certain que dans 6 mois, 1 an, je vais avoir tout un autre discours. Mais pour l'instant, si pour vous, la gestion, c'est d'extrême importance, puis vous dites, moi, c'est la gestion qui est super important, je ne veux pas que mes techniciens perdent de temps, ils ne vont jamais dans le Partner Portal, mes clients n'ont pas Business Premium, donc je ne veux pas avoir Lighthouse, puis je veux que ce soit facile. Le clair gagnant est Bitdefender. Okay? Regardons un petit peu les deux consoles, juste faire un comparatif pour pas que ce soit juste du blabla toute la journée. Si on regarde ici, c'est la console Defender de Microsoft. Ben, c'est quoi les points positifs? Premièrement, le dashboard est super intéressant. Le dashboard de Defender me donne tout ce qui a rapport à la sécurité. Defender, c'est un terme parapluie chez Microsoft qui englobe tout ce qui a rapport à la sécurité. Nous, ce qu'on parle présentement, c'est Defender for Endpoint. C'est la partie ici sur le côté, si vous voyez ma souris bouger. Ben, c'est la partie ici qui nous implique l'antivirus, et ainsi de suite. Mais j'ai aussi toute ma gestion d'email qui est dans la même console, mes cloud apps, donc tout ce qui a rapport à la sécurité, que ce soit Defender for Cloud Application, Defender for Office 365, Defender for Endpoint, tout va être géré dans la même console. Ça, j'adore. J'adore ce concept-là. Je vais pouvoir gérer mes incidents, mes alertes, mon EDR va se faire à partir d'ici. Je peux faire du hunting à travers. Fait que si je sais qu'il y a une menace ou une vulnérabilité, bien, je peux chercher à travers tous les postes de travail puis sortir les différents postes qui pourraient être susceptibles ou qui ont déjà eu le virus. J'ai des actions que je peux mettre dans un Action Center pour dire à mes techniciens, hey, il faut corriger ci, il faut corriger ça. Fait que les techniciens peuvent travailler là-dessus. Du Threat Intelligence, mon Secure Score, tout se fait à partir d'ici. Là, vous allez dire, OK, parfait, mais maintenant, tes devices, tes assets, ben, on va les voir ici dans Device. Puis vous allez voir, là, j'ai fait exprès pour le lab, j'en ai deux devices. J'en ai un qui a été qui est installé, puis qui est onboarded. Puis j'en vois un autre ici, excusez. J'en vois un autre ici. Lui, il can be onboarded. Ça veut dire qu'il l'a détecté. Donc, il y a différents mécanismes. Si la machine fait partie, qu'elle est registered à votre Azure AD, elle va venir se synchroniser ici. Aussi, il y a des probes qu'on peut mettre pour scanner le réseau avoisinant. Fait que ça se peut ici que vous voyez des postes apparaître puis que vous voyez que les postes ne sont pas onboarded. Si vous voulez juste voir les postes onboarded, il y a un paquet de filtres que vous pouvez mettre. Puis vous pouvez dire, regarde, les postes qui sont, je veux juste voir les postes qui sont onboarded, puis ainsi de suite. Lorsque j'ai un poste, en cliquant dessus, la première chose à aller voir, c'est qui gère ce poste-là.
Ce poste-là, testdev2, reçoit toutes ces configurations de quelle façon? Est-ce qu'il les reçoit par Intune, par GPO? C'est quelle façon qu'il les reçoit? Bien, on va aller voir un petit peu plus bas avec le Managed by. Fait qu'à quelque part ici, il va me dire qui gère ce poste-là. Okay? Fait qu'il est Managed by Intune dans mon cas. Fait que moi, ce poste-là, il est dans Intune et c'est Intune qui lui pousse ses policies. Mais il pourrait être aussi géré par lui-même, le MDE, comme on disait, qui est un peu nouveau, mais maintenant, le Defender lui-même peut aller tirer les politiques de sécurité. Maintenant, où est-ce que je configure toutes mes politiques de sécurité? Ben, ça se passe dans Configuration Management et dans Endpoint Security Policies. C'est assez straightforward. Donc, j'ai des politiques pour Windows, pour Mac, et j'ai différents types de politiques. Donc, je choisis ma plateforme, par exemple Windows 10, et j'ai différents types de politiques. Est-ce que je veux faire du Windows Security Experience? Est-ce que je veux configurer l'antivirus de base, des exclusions, des Attack Surface Reduction, le firewall? Qu'est-ce que je veux configurer? Ben, j'ai toutes les différentes politiques ici que je peux ensuite prendre, créer ma politique, assigner certains postes de travail et la pousser. Okay? Fait que ça, c'est une façon de configurer. Comme on a dit aussi via GPO. Il y a aussi que je peux aller dans mon Endpoint Manager, qui est le fameux Intune. Microsoft a la fâcheuse manie de donner des noms ici. Ça, c'est Defender. Ça, c'est PureView. Ça, c'est Intune. Mais non, on n'est pas capable de s'entendre sur le bon nom. Mais si je vais dans mon Intune Center, qui s'appelle Intune là, et que je vais dans Endpoint Security, ben, je vais retrouver les mêmes choses. Endpoint Security, je vais avoir ma configuration d'antivirus, l'encryption de disque, mon firewall, mes Endpoint Privilege Management, mon EDR. Tout va se passer là. Puis là, vous allez regarder, ah, ben c'est beau, Carl, dans Intune, tu t'es créé une politique que tu appelles EDR Enabled. C'est beau, tu as bien fait ça. Puis si on s'en va dans ton endpoint security, ah, OK, ben, elle se retrouve là aussi. Fait qu'ils vont comme les merger ensemble. C'est un peu le même, deux interfaces pour venir configurer la même chose. Pour ça, tantôt, je vous disais, chaque personne se fait un peu sa recette à ce niveau-là, puis savoir exactement comment tu veux le gérer. Autre chose, c'est la gestion des vulnérabilités. Celle-là, honnêtement, je donne des beaux points à Microsoft parce qu'il est bien fait, le dashboard. Ça ici, ça vous dit quels postes manquent des updates, quels postes ont des mauvaises configurations, quels postes ont des third-party software qui devraient être patchés, et ainsi de suite. Fait qu'il va nous donner un paquet de recommandations en termes d'exposure que je peux faire pour améliorer mon environnement. Donc, encore une fois, très intéressant. Puis les explications sont bonnes. Donc, disons, Block Persistent through WBM Event Subscription. Ah, OK, je m'en viens ici. Il m'explique un peu pourquoi. Remediation Option. Bon, il ne me donnera pas tout exactement la façon de faire, mais va là dans ta politique, puis active ça dans ton ASR rule. OK. Il va me donner un peu les steps à faire. Fait que même si j'ai un technicien qui n'est pas un spécialiste en sécurité, ben, il y a juste à venir regarder, OK, fixe ça, lire un petit peu pourquoi je voudrais faire ça, puis regarder les remediation options, puis il va trouver tout le temps un lien qui explique comment, puis montrer qu'est-ce qu'il y en est. OK? Fait que c'est exactement ça. Puis j'ai toutes les recommendations, remediation, mon inventaire, mes weaknesses, le timeline, comment que ça a évolué, ainsi de suite. Donc, tout est là dans cette console-là. Mais c'est une console single tenant. Même chose quand que je veux gérer mes devices. Si je m'en viens ici sur mon device Test Defender qui, lui, est onboardé, ben, je vais tout avoir les options pour ce device-là. Donc, je vais pouvoir analyser mon device, voir s'il y a eu des alertes de sécurité, s'il est arrivé des incidents. Ah, s'il est arrivé un certain incident, ben, je peux aller l'analyser, cet incident-là. Fait que là, je peux voir étape par étape qu'est-ce qui est arrivé. Ça en est un peu d'EDR de base. C'est pas la pleine console EDR là, qui serait plutôt ici dans mon incident, mais ça nous donne une idée. Je peux voir étape par étape qu'est-ce qui est arrivé pour que ça s'exécute. Toutes mes options de configuration que je retrouverai sont ici. Si je veux forcer l'antivirus, forcer un update, isoler le device, prendre une connexion à distance. Donc, j'ai toutes les différentes choses-là. Connexion à distance, faites attention, ce n'est pas vraiment une connexion remote desktop, mais plutôt une petite console qui va me permettre de rouler certaines choses. J'ai toutes mes options ici que je m'attends de retrouver dans n'importe quel antivirus. C'est bien, mais c'est single tenant. Donc là, je suis connecté dans un certain tenant. Si je voudrais manager maintenant un autre client, ben, je dois bien entendu sortir complètement sign out, sign in, ou passer par mon partner center et là, quand même, chercher mon nouveau client et aller dedans, ou
abonner tous mes clients à Business Premium, puis avoir Lighthouse. Tandis que dans Bitdefender Gravity Zone, là, ici, c'est sûr que je vais être sign out, fait que je vais juste refaire un petit sign-in une seconde. Alors, Bitdefender, ben, c'est la fâcheuse manie. Non, je pense que c'est bon. On chiale souvent, mais je pense que c'est quand même une belle option. Bitdefender va vous kicker out là, si vous êtes plus qu'une minute sans rien faire. Puis c'est bon, c'est pas une mauvaise chose. Je vais simplement aller m'authentifier. Cette console-là va avoir moins d'informations, pas parce que la console ne le contient pas, c'est simplement que mes postes qui sont dans cette console-là, c'est des postes dormants que je me sers juste pour faire certains scénarios. Mais on voit un peu les mêmes choses. Donc, j'ai mon dashboard de monitoring. J'ai un petit executive summary que je peux sortir par client. Donc, ici en haut, je vais avoir ma liste de différents clients. Excusez. Je vais avoir ma liste de différents clients. Fait que je peux venir choisir un client puis regarder un petit peu toutes les informations, quel est son inventaire. Comme je vous dis, là, présentement, il n'y a pas eu de threat, mais s'il y en avait eu, je le verrais tout ici. Fait que j'ai quand même toutes ces choses-là. J'ai mon analyseur ici pour toutes mes informations d'incidents. Fait que ce qu'on appelle communément le EDR. À partir d'ici, je vais pouvoir aller analyser les différents incidents, quel type d'incident, puis faire la même analyse. Très, très similaire à ce qu'on a chez Microsoft. Un Threat Explorer pour faire du hunting. Justement, si je sais qu'il y a un certain virus à quelque part, je peux aller faire du hunting à travers tous les postes de boum, tous mes clients. Vous comprenez ça? Important. Je veux faire du hunting. Je sais que tel trou de sécurité existe. Je veux savoir quel poste a cette configuration-là. Je sais que tel fichier est potentiellement infecté. Je veux savoir quel poste a ça. Mais du côté Microsoft, je peux faire du hunting. Pas de problème, comme je vous ai montré. On peut aller faire du hunting ici, mais je hunt dans mon client. Dans Bitdefender, je peux aussi aller faire du hunting, mais là, je peux hunter à travers tous mes clients. Fait que je peux passer client par client puis décider hunt dans ces clients-là. Très gros avantage. OK? Même chose au niveau de la gestion de mes postes. Ben ici, je suis l'MSP, je vais en tour de mes compagnies, puis j'ai tous mes clients. Donc, je peux aller choisir un client particulier, aller voir ses postes à lui, puis faire des manipulations sur les postes. Au même principe qu'on a dans Defender. Okay? C'est sûr que les deux se compétitionnent, mais ici, au moins, ben, je peux le faire pour tous mes clients. Même affaire avec le risk management et à être vrai, j'aime les deux. J'aime celui de Microsoft, comme je vous ai montré. Je préfère un petit peu celui de Bitdefender. Je trouve que celui de Microsoft, à mon avis, puis là, c'est une question de goût, je trouve que celui de Microsoft est un petit peu loud, dans le sens que je vois beaucoup, beaucoup d'informations, puis elle est difficile à classer. Tandis que celui de Bitdefender, si je choisis ici un client, je vais prendre Cars. Donc là, je vois un score. Puis là, après ça, il me le coupe en différentes sections. Fait qu'il me dit, ben regarde, les configurations qui ne sont pas bonnes, les voici. Fait que ça, c'est toutes tes configurations que tu devrais considérer à changer. Si j'en choisis une, par exemple, ben, il va m'expliquer exactement quoi faire pour aller configurer cette option-là. Puis en plus, souvent, je vais avoir une option pour lui dire, ben fixe les dons tout de suite. C'est go. Fix it, là. Vas-y, puis pousse ça sur les postes. C'est une autre chose que j'adore de Bitdefender. Ce n'est pas toutes les configurations qui peuvent se faire, mais il y en a quand même plusieurs. Fait que soit vous configurez la GPO, puis il vous dit exactement où aller la mettre, computer config, admin template, ainsi de suite. Il t'explique pourquoi. Pareil comme Microsoft, les deux font la même chose ici. Mais souvent, Bitdefender va avoir une option pour dire go fix, vas-y, ou view devices, mais ça, Microsoft, là aussi. J'aime mieux un petit peu cette interface-là. Je trouve qu'elle est bien faite. C'est quoi mes configurations Windows qui ne sont pas bonnes? C'est quoi mes third-party apps qui méritent un update, qu'il y a des updates? Puis s'il y a des updates, ben c'est quoi les différents CVE? Fait que je le vois assez vite avec un lien pour aller directement sur la database du CVE. Je trouve que c'est plus propre, si on veut, comme display. Encore une fois, ça dépend des goûts. Hein. Microsoft a un autre avantage dans le sens que Microsoft a tout à partir de la console. Donc, je peux voir le Secure Score Windows, le Secure Score 365. Je peux tout voir à partir d'ici. Tandis que Bitdefender, ben, je vois vraiment juste ce qui est concentré sur Bitdefender.
Mais en même temps, l'autre avantage, c'est que je vois tous mes clients. Même chose pour la gestion des politiques. Dans Microsoft, comme on a dit tantôt, j'ai plusieurs places. Je peux les gérer ici, je peux les pousser par GPO, je peux faire ici, ça. Bitdefender, je ne me casse pas la tête. Mes policies sont ici dans Policies. Je rouvre ma policy, puis tout est là. Tout est à même la politique. Je n'ai pas à créer différentes sortes de politiques. Comme chez Microsoft, où lorsque je veux créer des politiques, ben, j'ai vraiment différentes sortes de politiques que je dois créer. Des politiques de type Attack Surface Reduction, de type Firewall, de type ci, ça, ça. Tandis que Bitdefender, eux, ils ont tout mis à l'intérieur de la politique. Fait que j'ai ma politique, puis j'ai simplement à passer section par section, puis décider ce que je veux configurer. Fait que tout se fait dans une seule politique. Je n'ai pas différentes politiques que je suis obligé de créer. Mais ça dépend des goûts, encore une fois. Les deux là, sont très bien à ce niveau-là. Donc, voici pour ce qui est de la gestion. Ici, je donne les points à Bitdefender. Pour la gestion multi-tenant, bien entendu, puis certaines choses que je trouve un petit peu plus clean. Mais, je mets un gros mais, je donne les points à Bitdefender le 29 février 2024, mais je suis certain que si on refait ce webinaire-là à l'été 2024 ou à l'automne 2024, mon speech va être très différent parce qu'on le voit, Microsoft sont en extrême évolution. Donc, si vous décidez que vous y allez avec Defender for Business, n'ayez crainte, faites-vous une recette temporaire, mais ça l'évolue très rapidement. Puis on est certain, moi et Sylvain, que d'ici l'été, on va avoir une façon de configurer les choses. Ça n'empêche pas le fait que je suis toujours single tenant du côté Microsoft et que je suis multi-tenant du côté Bitdefender. Un gros point important pour Bitdefender quand même. OK? Donc voici, on va passer maintenant à l'impact sur l'appareil. Bien entendu, ici, c'est dur de compétitionner avec Microsoft, que ce soit n'importe quel antivirus. Tu as l'antivirus avec Microsoft qui fait partie du kernel, qui fait partie du core de Windows. C'est très dur de compétitionner avec Microsoft à ce niveau-là parce qu'eux sont là directement dans le système. Puis peu importe l'antivirus que vous allez mettre par-dessus, cet antivirus-là doit se connecter au kernel core du Security Center, qui est le papa de Defender. Fait que c'est comme si tu avais le fiston puis le papa, puis là, ben, tu viens d'y plugger un autre joueur qui dit ben moi, je vais faire la job de ton fiston. Et le papa, il va sûrement privilégier son fiston tout le temps. Fait que le Security Center de Microsoft, c'est le cœur de votre Defender for Microsoft. Puis peu importe l'antivirus que vous allez mettre sur votre système, il va devoir se plier au Security Center. Il n'y aura pas le choix. Il va devoir se plier à ça, que ce soit Bitdefender, que ce soit WebRoot, il va devoir se plier au Security Center. Pensez-vous que le Security Center est configuré pour donner avantage à un tierce ou à son petit enfant lui-même? Ben là, c'est à vous d'en juger. Mais moi, je vous dis que Defender for Business a vraiment un impact minimal sur les systèmes normalement. Il est très bien tuné, puis il est directement au kernel. Aussi, ben, c'est ça, il fait déjà partie de ce noyau-là. Bitdefender a un impact minimal à modéré, je vous dirais comparable sur le marché. Encore une fois, ça dépend toujours quelle option de sécurité je vais activer. Plus je vais activer d'options de sécurité, bien entendu, plus je risque d'avoir un impact sur les postes de travail. Bon, est-ce que c'est un gros problème de nos jours? Ben, plus ou moins. Si vous achetez des ordinateurs maintenant, c'est tous des i7. On a des systèmes qui sont extrêmement performants. La plupart du temps, on va avoir des disques SSD. Ça ne sera plus un problème. Mais si vous avez une flotte de clients qui ont encore, disons, des plus vieux ordinateurs, des ordinateurs qui sont moins à la fine pointe, ben c'est quelque chose à considérer parce qu'on le sait que ça crée des plaintes de clients. Et définitivement, dans cet aspect-là, à mes tests, Defender for Business a un impact moindre au niveau des ressources que Bitdefender, mais on comprend pourquoi. Et à ce niveau ici, il n'y a rien qui pourrait compétitionner, à mon avis, avec Defender for Business. Il est tellement attaché au core que qu'est-ce que je peux mettre qui va compétitionner à ça? Je ne pense pas qu'un autre antivirus va pouvoir venir compétitionner avec Defender for Business sur l'impact de l'appareil. Quand même un point à considérer. Les différentes options. Ben, Microsoft Defender for Business, la licence comprend à peu près toutes les caractéristiques que vous voudriez avoir au niveau d'un antivirus. Okay, on l'a dit tantôt, le EDR est dedans, le patch, ben pas le patch management, mais la gestion là, des vulnérabilités, le ASR, tout ça est inclus déjà dans votre Defender for Business.
Mais il y a certaines petites choses en option. Donc, on peut avoir le Defender for Endpoint P2. À ce moment-là, il faudrait regarder comment que ça se licence, mais je sais que c'est un peu un upgrade. C'est un autre antivirus. Et qu'est-ce que ça donne de plus? En fait, si on regarde ici, puis je prends par exemple un poste en particulier, je vais juste aller chercher n'importe quel de mes postes. Bon, lui, ce poste-là, il y a le Defender for Business, mais si je m'en viens dans les Advanced Features, on va voir que c'est quelque chose là, que je peux faire le trial de 90 jours pour on va dire, les vulnérabilités avancées. Ça me permet de faire du application control, donc bloquer certaines applications. Si on sait qu'il y a un trou de sécurité dans une application, ne fait pas juste m'aviser, bloque l'application complètement. On a des security baselines, des espèces de best practice qu'on peut pousser. On a des extensions qu'on peut connecter dans un browser. On peut faire l'inventaire des certificats. Donc, il y a différentes choses que vous pouvez aller lire là-dessus. Est-ce que c'est nécessaire? Honnêtement, là, je trouve qu'on tombe dans le un peu too high level pour la plupart des SMB, mais c'est intéressant de savoir que ça existe. Du côté Bitdefender, il y en a beaucoup d'options de modules qu'on peut mettre. Premièrement, avec Bitdefender, je peux pousser l'encryption des disques. Je peux contrôler l'encryption des disques. C'est un add-on que je dois mettre, mais je peux le contrôler. Là, vous allez dire, hey Carl, es-tu en train de me dire que Defender for Business ne contrôle pas ça? Ben oui, puis non. Parce que cette partie-là, Microsoft a quelqu'un d'autre qui fait ça. C'est Intune. Microsoft a Intune. Fait que si j'ai mon Defender for Business et Intune, ben là, oui, je vais avoir mon chiffrement de disque. Mais si je n'ai pas Intune, ben là, Bitdefender remporte la palme parce que pour quelques dollars, je peux mettre l'encryption des disques puis la gestion des clés de récupération. Gestion des correctifs, le patch management. Encore là, êtes-vous de dire que Microsoft Defender for Business ne l'a pas? Mais ce n'est pas ça. C'est que ça fait partie d'un autre module chez Microsoft. Ça fait partie d'Intune. Fait qu'avec Intune, ben, je vais pouvoir pousser mes patchs et ainsi de suite. Du côté Bitdefender, ben, pour quelques dollars, je peux gérer les patchs. Fait qu'encore une fois, ça dépend. Si votre client a Business Premium et qu'il a tout chez Microsoft, ben Microsoft est le gagnant. Mais si votre client a du business standard et que vous ajoutez, par exemple, un Defender for Business standalone ou peu importe, ben à ce moment-là, Bitdefender devient gagnant. Mobilité, donc oui, Bitdefender va supporter les devices mobiles, mais c'est à déterminer. Pour l'instant, honnêtement, Bitdefender n'est pas gagnant dans cet aspect-là. Defender for Business l'est. Fait que si vraiment vous voulez protéger des iPhones, des Android, ainsi de suite, Bitdefender a encore un peu là, de croûte à manger à ce niveau-là, tandis que Microsoft Defender for Business ont le Microsoft Security qu'on peut installer et qui peut venir se joindre à mon tenant, puis de façon assez facile. Fait que Microsoft remporte la palme là, quand on parle de device mobile. Le EDR et le ATS, donc le EDR puis le Advanced Threat Security, du côté Bitdefender, c'est un add-on, c'est un plugin qu'on doit ajouter. Du côté Defender for Business, bien, il est inclus. Fait que la palme va à Microsoft. Mais, encore une fois, vous allez voir comment c'est difficile ici de trouver un gagnant. Bitdefender a du MDR. Donc, Bitdefender, eux, peuvent gérer tout cet aspect-là de SOC pour vous. Donc, vous êtes un MSP, puis vous dites hey, que j'aimerais donc ça avoir un SOC. Puis pourquoi que j'aimerais ça avoir un SOC? Parce que de plus en plus, ça commence à être la pierre angulaire ou la guerre du marché. Puis je suis sûr que c'est arrivé, que vos clients se font visiter par quelqu'un qui fait du security consulting. Puis tu sais, là, c'est facile à sortir ça. Là. Ben, je viens faire une analyse de sécurité gratuite, puis vous dire comment que votre MSP n'est pas bon. On a tous vécu ça. Ça nous frustre tout parce qu'on dit, OK, toi, tu passes par en arrière, puis tu corriges les petites affaires que j'ai faites. Là, tu donnes le rapport à mon client. Tu ne lui montres pas le 99 des affaires que j'ai faites comme faux. Là. Ça, tu n'en parleras pas. Tu vas parler du 1 que je n'ai pas fait, puis là, tu vas commencer à dire à mon client que tu peux monitorer son infrastructure. Puis ça nous frustre en tant qu'MSP. Pourquoi? Bien parce que c'est difficile pour nous de mettre ça en place. Dire, hey, mes techniciens sont déjà occupés, puis tout ça, c'est très difficile à mettre en place. Bien, avec Bitdefender, vous avez l'avantage de pouvoir dire à votre client, un SOC, j'en ai un SOC, le meilleur au monde, 24/7, 260 employés là-dedans. Veux-tu avoir mieux que ça? Là? Il va battre n'importe quel SOC. Bien, Bitdefender, vous avez l'option avec le MDR. Il va manager tout cet aspect-là de sécurité 24 heures sur 24 pour vos clients. Fait que ça vous donne aussi cet avantage-là de pouvoir dire à vos clients oh, attends un petit peu, là, ce que le gars t'a offert, moi aussi, je suis capable de te l'offrir sans problème. Français-anglais en plus maintenant, 24/7, aucun problème.
pour probablement moins cher que ce que l'autre va offrir. On va regarder dans quelques minutes les prix. Gros avantage de Bitdefender de pouvoir offrir ça. Vous allez dire, ouais, Microsoft Defender for Business, je n'ai pas cette option-là. Ben, pas de Microsoft. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que ici, dans votre portail Defender, encore une fois, c'est client par client, tandis que Bitdefender, je peux le faire at large. Mais ici, dans mon portail, OK, on a une option où est-ce qu'on peut venir connecter différents plugins. Fait que dans le product catalogue, j'ai les Technology Partners. Fait qu'avec ça, ici, j'en ai des SOC. Fait que si vous voulez plugger dans un CM, ben, il y a tous les gros CM software qui sont utilisés. Fait que si vous trouvez une compagnie qui fait un SOC, probablement qu'ils utilise un de ces CM software-là, puis là, vous avez des options pour venir vous plugger dedans. Fait que vous dites, ben, garde-moi mon client, je veux que tu le monitores. OK, nous autres, on utilise Splunk. Ben, parfait, j'ai toutes les choses ici, puis savoir exactement comment activer le add-on Splunk pour pousser mes informations vers vous. Mais tu sais, c'est un peu de taponnage, tandis que dans Bitdefender, j'ai à peu près rien à faire. J'active le MDR, puis boum, 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 c'est fait. Et honnêtement, à date, nos partenaires qui l'ont essayé l'adorent. C'est à prendre en considération aussi. Et maintenant, le point qui tue les prix. C'est complexe, donc écoutez comme il faut parce qu'il y a plusieurs options. Ne vous gênez pas, à date, il n'y a aucune question. Donc, soit je suis très clair, soit je suis très plate, un ou l'autre. Dites-moi exactement si vous avez des questions. Mais on va commencer par Microsoft Defender for Business. Microsoft Defender for Business, je l'ai d'inclus avec Business Premium à 35 et 76. Oh! Je vais dire, attends un petit peu, Carl, tu t'es trompé dans ta slide. On t'a pogné. On vient de te pogner. Tu t'es trompé dans ta slide parce que Business Premium, il n'est pas 35 et 76, il est comme 29 et quelques ou 30. Je ne me suis pas trompé dans ma slide. J'ai mis le prix P1M pour une raison. Je veux comparer des pommes avec des pommes. Si je vous mets le prix P1Y ici, ben vous êtes pris avec le produit pour un an. Tandis que chez Bitdefender, c'est toujours mensuel. Fait qu'on va comparer des pommes avec des pommes. J'ai mis les prix mensuels. Si vous voulez faire des cancellations, diminuer les versions, ainsi de suite, ben, on va comparer des pommes avec des pommes puis mettre les mensuels avec les mensuels. Fait que je l'ai d'inclus avec Business Premium. Si j'étais encore un MSP, je peux vous jurer que ce serait définitivement la SKU que je vendrais, pas juste pour Defender for Business. Business Premium vous donne Defender for Business, Intune, Active Directory ben, ou Entra ID P1, donc les Conditional Access, ainsi de suite. Ça me donne Information Protection. Donc, dans mon PureView, je peux faire mes encryptions, ainsi de suite. DLP. Écoutez, cette SKU-là, j'en reviens pas que c'est pas tout le monde qui vend ça. Honnêtement, ça devrait être la seule SKU sur laquelle vous vous concentrez. Si vous voulez faire du upsell présentement, puis vous dites, tu sais, je cherche une manière de faire du upsell, tous vos clients qui ont business standard ou basic, montez ça à premium. Même pas juste pour le Defender. Oubliez le Defender là-dedans. Pour tout le restant, OK? On va y aller comme ça. Mais le pricing, je peux l'avoir inclus dans mon Business Premium ou je peux l'avoir en version autonome à 4,92. C'est vrai pour les stations de travail ou les serveurs. Maintenant, du côté Bitdefender, c'est complexe un peu. Il y a le prix de base, qui est le module de base 2,95. Et une chose que je veux mettre au clair, une chose que je veux mettre au clair, je vais le dire 3 fois, une chose que je veux mettre au clair, c'est pas votre prix, c'est le PDSF. Ne venez pas me dire Bitdefender chez IT Cloud, il coûte 2,95, puis chez un autre provider, il coûte 1,29$. C'est pas vrai. Bitdefender chez IT Cloud, ça dépend de votre niveau de partenariat. Les chances sont que vous le payez 1$ et quelques. OK? Ça, c'est le PDSF, le prix qu'on vous suggère de le vendre aux clients ou le prix que le manufacturier suggère de le vendre. Si vous voulez le vendre une pièce et 50, aucun problème. Mais je veux juste être clair ici. Donc, le prix de base, c'est ça. Si je veux ajouter le EDR, le ETS, ben c'est 4,95 de plus. Oh, ça commence à être cher parce que là, vous allez dire, lui ici, là, en version autonome, il a le EDR, puis il a le ETS inclus. Là, tu me dis que ici, je suis 4,92, puis ici, je suis 2,95 plus 4,95. Comment ça fait cher, là? Effectivement. Mais Bitdefender n'allait pas se laisser marcher sur les pieds, c'est bien entendu. Bitdefender, un des plus grands distributeurs de sécurité au monde, ont vu ce que Microsoft faisait, puis on dit OK,
on va répliquer, on va rétorquer. Donc, Bitdefender, maintenant, si vous allez dans votre portail IT Cloud, vous allez voir que vous pouvez encore acheter à la pièce. Mais c'est beaucoup plus économique pour vous d'acheter les bundles. Fait que si on veut comparer des pommes avec des pommes, là, le bundle de sécurité qu'on appelle Bundle Secure, c'est le Core à 2,95, c'est le EDR et c'est le ATS. Et tout ça pour 4,49 PDSF. Ce n'est pas votre prix. C'est le prix vendant à votre client. Si vous voulez le vendre 2 piastres, c'est bien à vous. Là. Vous allez voir que vous le payez beaucoup moins cher. Tandis que du côté Microsoft, c'est 4,92 et vous obtenez un certain pourcentage de rabais Microsoft, dépendamment de votre niveau de partenariat encore, mais ça peut jouer entre 15 et 20 Fait que de ce côté-là, si on prend le bundle secure, puis on parle simplement de prix, ben le gagnant est un petit peu Bitdefender. Mais attendez, il n'y en a plus. Avec Defender, je peux prendre le bundle Secure Plus. Tu sais, quand on parlait tantôt que mon Bitdefender, en plus, il est géré par Bitdefender au niveau du MDR. Il y a quelqu'un qui moniteur. Mais si vous voulez avoir le Core, le EDR, le ATS et tout ça plugué chez Bitdefender avec des techniciens 24/7 qui le monitorent, 8,69 PDSF, pas votre prix. Le prix que vous le vendez, qu'on suggère de le vendre. Vous voulez le vendre plus cher, moins cher, pas de problème. Vous, il vous revient beaucoup moins cher que ça. Puis pire que ça, si vous voulez avoir le bundle extra, c'est le EDR, l'ATS, le MDR et le XDR. Wow! Ça fait quoi ça, XDR? XDR, c'est des plugins de plus. Avec le MDR, je vais venir vérifier ce qui se passe sur tes postes de travail. Ceux qui ont le corps, et ainsi de suite. As-tu eu un virus? Es-tu passé tel avant? Mais si tu veux, on a des plugins XDR. Ça veut dire que tu peux même venir te connecter à ton Active Directory pour voir s'il n'y a pas des users qui essaient de se loguer et qui n'ont pas affaire là. Tu peux te plugger à ton Entra ID pour voir, hey, y a-tu du monde qui essaie de se loguer dans notre 365 qui n'ont pas d'affaires là? Puis je peux me plugger dans mes SharePoint OneDrive pour voir s'il n'y a pas des activités suspectes, des gens qui délitent des fichiers, qui bloquent des affaires. Puis si Bitdefender, à 3 heures du matin, hey, wow, tel user est en train de déliter un paquet de fichiers, paf, ils vont bloquer le user, ils vont bloquer sa connexion, forcer un reset. C'est vous qui décidez quelle action ils peuvent prendre. Ça, on pourra en parler dans un autre module. Donc, on voit qu'au niveau prix, à première vue, le best deal, c'est Business Premium, bien entendu, parce que ça comprend tout. Mais si on laisse faire Business Premium et qu'on dit qu'on veut y aller de façon autonome, bien là, la pendule shift et là, c'est Bitdefender qui devient compétitif avec ces fameux bundles de sécurité. Ça, Bitdefender ont travaillé fort pour être capable de compétitionner et même d'être moins cher que Microsoft. Et en plus, vous faites plus de ristournes sur le Bitdefender. Donc, il y a des gros avantages à ce niveau-là à Bitdefender. Alors voilà, je suis prêt pour les questions s'il y en a. Oui, il y en a quelques-unes, donc on va essayer de regarder tout ça. Première question que j'ai ici. OK. Donc, y a-t-il un guide pour mettre en place toutes les recommandations de sécurité de Microsoft dans Defender for Business? Est-ce que les security baseline dans Endpoint Security sont suffisantes pour assurer toute la protection? Ben, ça dépend toujours. C'est très difficile, puis j'ai cette question-là tout le temps. C'est qu'est-ce que je devrais activer? Et c'est difficile parce que c'est pas juste par MSP, c'est par client. Fait qu'il faut vraiment se pencher et voir quelles sont mes applications. De quelle façon mon client travaille? Est-ce que c'est un client qui est principalement on-prem? Est-ce que c'est un client qui est principalement en voyage cloud? C'est différent pour chaque client. Il y a un paquet de documents chez Microsoft qui expliquent chacune des options qu'on peut activer. Mais là, de vous dire, le best practice, c'est ça. Ça va être différent pour chacun de vos clients parce que ça dépend vraiment quelles sont les applications clients, quels sont les systèmes d'exploitation, de quelle façon ils travaillent. Es-tu principalement on-prem, principalement remote? Es-tu sur la route? Il se connecte-tu souvent dans des Wi-Fi hotspots? C'est de quelle façon cette personne-là travaille pour que je puisse vous dire c'est ça qui est le mieux. Il y a beaucoup de, je ne dirais pas trial and error, mais il y a beaucoup de configurations pour un client. On s'installe, on fait un post proof of concept, on configure le plus sécuritairement possible, puis là, on regarde. Moi, c'est toujours ce que je fais. Je mets toutes les options activées, puis là, je regarde, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que leur logiciel fonctionne? Est-ce que ça fonctionne remote? Oui, non. Hop, là, il faut que je débarre. Ah, tel logiciel est bloqué. Pourquoi est-ce qu'il est bloqué? OK, c'est tel feature qui le bloque. Bien, ça, je n'aurai pas le choix. Je vais devoir le débloquer. Fait que je prends toujours la méthode disons, zero access. Je me bloque
tout ce que je peux, puis après ça, je rouvre tranquillement, pas vite, pour être le plus sécuritaire possible. Mais c'est impossible de vous dire, voici ce que vous devriez mettre en place, parce que ça va varier par client. Good, merci. On demande aussi, le third-party patch management, c'est un add-on pour Bitdefender. Est-ce que tu sais quand est-ce que Microsoft va publier le patch management dans Intune pour Microsoft Business Premium? Ben, on l'a un peu présentement. On va dire que ce n'est pas le patch management. OK? Donc, la question est intelligente parce que dans Intune, on a une gestion des patchs, mais ce n'est pas vraiment un patch management dans le même sens qu'on va voir du côté Bitdefender. Autrement dit, je peux gérer les patchs third party. Mais ça va être en gestion un peu une à une. J'ai une patch, je vais la prendre, je vais faire une publication, je vais l'envoyer. Même chose un peu avec les patchs Windows. Je peux contrôler ce que je veux qui s'installe, mais je n'aurai pas la même flexibilité où je peux dire elle, je l'approuve, elle, je ne l'approuve pas, puis ainsi de suite. Bon, pourquoi Microsoft ont choisi cette optique-là d'Intune? Puis est-ce que Microsoft vont déployer ce module-là? À mon avis, ça n'arrivera pas tout de suite. Puis la raison est que vous voyez, plus on avance dans les systèmes d'exploitation Windows, moins on a d'options pour contrôler les patchs. Puis ultimement, je crois que Microsoft vont vouloir qu'on ne puisse pas contrôler les patchs. Okay? Qu'on ne puisse pas dire, ah ben là, je ne veux pas l'installer, je vais l'installer plus tard, puis ainsi de suite. Ça va devenir de plus en plus compliqué. Il va falloir acheter des postes, les configurer en long time service ou quelque chose comme ça pour pouvoir arrêter les patchs. Fait que je ne pense pas que Microsoft vont ajouter des options pour bloquer, contrôler les patchs. Je pense plus qu'ils sont partis dans une avenue de dire les patchs s'installent, puis that's it. Un peu comme sur les iPhones, tu as tant de jours pour faire ta mise à jour, puis si tu ne fais pas, ça va se lancer automatique, mais tu ne peux pas contrôler oui, non, je veux pas. Fait que j'ai l'impression que Microsoft s'en va plus dans cette optique-là. Fait que je serais surpris de le voir arriver dans Intune. Good. Prochaine question. Comment ces deux antivirus se comparent-ils avec un ESET Advanced Protect? Ah, ben là, c'est difficile pour moi de dire avec un E7 Advanced Protect. Moi, ce que je fais quand que je veux comparer un antivirus, quand je veux voir sa validité, je vous en ai déjà parlé, on a déjà regardé, mais il y a un logiciel que je me sers beaucoup qui s'appelle KnowBe4. Et puis j'en ai parlé au congrès. KnowBe4, vous pouvez aller le chercher. Il y a une espèce de ransomware simulator que vous pouvez télécharger. Donc, le ransomware simulator, vous avez juste à faire un request, puis vous allez pouvoir l'avoir. Attendez un petit peu, je suis peut-être pas à la bonne place là. OK. Free Tools, puis Free Tool Ransomware Simulator. Moi, ce que je fais quand je veux tester un antivirus, je télécharge mon Ransomware Simulator, je l'installe, et là, c'est là que je commence à travailler mes tweaks. Donc, disons, je vais mettre Bitdefender, je vais configurer ma politique, je vais rouler le Ransomware Simulator, puis je vais regarder est-ce qu'il y a certaines choses qui ont passé. Lui, il simule à peu près une trentaine de différents types d'attaques communément faites par les ransomware. Et je vais tweaker tant aussi longtemps que là, je n'ai pas trouvé la bonne politique qui bloque tout. Ce que je peux vous dire d'entrée de jeu, c'est que Microsoft Defender for Business, avec le ASR activé avec la plupart des features, bloque tout. Et que Bitdefender vanille. Ça, c'est très surprenant. Bitdefender vanille. Vous le prenez, vous l'installez avec juste les configurations de base qui sont données par Bitdefender, puis il bloque tous les différents types d'attaques, assez impressionnant. Mais je n'ai pas testé, bien entendu, tous les différents types d'antivirus que sur le marché. Donc, i7, nous, ici, chez T-Cloud, ce n'est pas quelque chose qu'on teste ou qu'on travaille avec. Pour les serveurs, qu'est-ce qu'on devrait installer? Defender for Business, or Server ou Bitdefender? Ben là, la question vient toujours de savoir qu'est-ce que vous utilisez. Je veux dire, au niveau des serveurs, la question que vous me posez, c'est qu'est-ce qui est le mieux pour un serveur, Bitdefender ou Defender for Business Server? Ben, ça dépend. Si le client a Bitdefender, allez-y Bitdefender. Si le client... Autrement dit, pour un serveur, les deux vont fonctionner. C'est juste de savoir qu'est-ce que ce client-là utilise ou qu'est-ce que vous avez décidé comme MSP d'utiliser. Là. OK. Quelqu'un demande comment faire comment faire dans la console pour changer Bitdefender au niveau du bundle. Je vous dirais qu'à ma connaissance, c'est une annulation, puis recommander le produit, mais je vous conseillerais
par contre, d'appeler notre support Bitdefender pour être sûr de faire la bonne marche à suivre. Vous pouvez les joindre au 1-877-374-0228 à l'option 4. Ou si vous cliquez sur Contactez-nous sur notre site, vous allez avoir les coordonnées du support Bitdefender disponibles là. Prochaine question. Si on prend le MDR et que Bitdefender monitore le tout, sont-ils à prendre des recommandations de fermer des postes ou autres actions sans avoir le XDR? Répète la question. Je ne suis pas sûr de l'avoir compris. Si on prend le MDR et que Bitdefender monitore le tout avec MDR, sont-ils à prendre des recommandations de fermer des postes ou autres actions sans avoir XDR? Oui. Donc, le MDR, il y a un paquet d'options un paquet d'actions préapprouvées que vous leur donnez et c'est par client. Donc, quand vous abonnez un client à MDR, donc par exemple le bundle de Security Plus, ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir une toute autre console. C'est une console qui est presque read-only. Ça vous montre ce qui se passe, ça vous montre qui a analysé quoi, mais vous n'avez pas vraiment d'action à prendre autre que deux choses. Par client, vous allez donner une liste de contacts qui doit être des contacts 24/7. Fait que ça peut être le client directement, mais normalement, le client, si quelqu'un l'appelle de chez Bitdefender pour dire hey, j'ai détecté telle chose, il faudrait faire telle affaire, le client ne sait pas trop quoi faire avec ça. Fait que normalement, ça va être vous ou un de vos techniciens. Et la deuxième chose que vous allez leur donner, c'est une liste d'actions préapprouvées. Vous allez dire si jamais arrive quelque chose, là, je te donne le droit de fermer le poste, arrêter le service, killer l'application, resetter le mot de passe user. Donc, tu as un paquet d'actions préapprouvées et pour le MDR standard et pour le XDR. Fait que tu as beaucoup d'actions à préapprouver que tu peux leur donner. Oui, je pense que ça fait le tour des questions. Je vois que quelqu'un demandait est-ce que le Core est équivalent au produit Cloud Security for MSP de base à 2,95? Tout à fait, c'est la même chose. C'était juste Core veut exactement dire ça de base. Donc, c'est le même produit, effectivement. Ouais, le Juste core ici, regarder. c'est comme le produit de base 2,95, c'est ce qu'on appelle le core. Donc, oui, ça fait le tour de nos questions pour l'instant, mais n'hésitez pas, si vous en avez d'autres, vous pouvez nous contacter à partenaire au pluriel à commercialitécloud.ca ou encore au 1-877-374-0228, option 6. Ça va nous faire plaisir de vous aider avec vos besoins et de vous diriger aussi vers les bonnes personnes pour aller de l'avant avec ces deux solutions-là. Merci beaucoup, Carl, pour ta générosité. C'était vraiment un super beau webinaire et tout le monde. Ce qui est drôle, c'est que Carl nous a dit au début qu'il y avait juste 30 minutes de contenu à partager aujourd'hui. Donc, tu as été très généreux. Merci beaucoup, Carl. Ah, je Parfait. pense que je ne sais pas si quelqu'un a une question ou c'est pour réagir. Non, je crois qu'il a baissé la main. Parfait. Donc, ben, ça fait le tour de notre webinaire pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup, chers partenaires, encore une fois, d'être présents en si grand nombre. Ça nous fait plaisir et ça nous encourage à continuer à vous livrer toutes sortes de sujets de plus en plus intéressants. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Merci, bye bye.